Tout le temps. Ça, le fait d'être jeune, c'est un truc qui, si tu prends pas les devants, te limite pour plein de choses. Parce que tu te dis, je suis pas légitime, j'ai pas ma place ici. Souvent, on voit dans le regard des gens qu'on est jeune. Après, ça peut être aussi une force, je pense, notamment quand t'es dans un milieu de nouvelles technologies. Parce que t'es jeune, t'as aussi la légitimité que le futur t'appartient, tu vois, d'une certaine manière. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Quart de siècle. Je m'appelle Lucie Plançon et à la veille de mes 25 ans, je vais chaque semaine à la rencontre d'une ou d'un jeune adulte inspirant, au profil et parcours singuliers. Il ou elle se raconte à travers toutes ces choses qui les ont fait, mais aussi défaits, sculptés, aiguillés et parfois même bouleversés. Certes, ça peut être dur, ça demande du courage, mais les je m'en sortirai jamais, j'ai pas le temps ou je le ferai plus tard ne font pas partie de leur vocabulaire. Il suffit parfois d'un quart de siècle. Et cette semaine, ce nouveau quart de siècle s'appelle Chloé Rochereuil. Donc à bientôt 25 ans, Chloé a déjà créé un nouveau média en réalité virtuelle nommé Targo. Elle est journaliste de formation, mais c'est pas parce qu'on a fait Sciences Po que tout marche comme on le souhaite. Car effectivement, tout ne s'apprend pas sur les bancs d'école. Croire en son projet, parler devant des centaines de personnes, s'affirmer aussi en tant que femme, et qui plus est jeune entrepreneuse, c'est beaucoup de choses, et on échange donc sur ça avec Chloé, entre sa vie et le cheminement donc vers Targo. C'est parti pour un nouveau quart de siècle. Et en 2018, c'est le chômage pour près d'un jeune sur 4. Fini les rêves. Ils forment un monde. Quels sont leurs rêves, leurs nouveaux combats? La crise du quart de vie. Mais que signifie, à notre époque, d'avoir 25 ans? Il faut donc se battre. La réussite n'est pas forcément matérielle ou financière. Elle peut être l'épanouissement de soi-même. C'est un tsunami de la jeunesse. Il n'y a pas une jeunesse, mais des jeunesses. Salut Chloé. Salut. Alors tu es Chloé Rochereuil, Ouais. tu as 24 ans. Ouais. Et il y a 2 ans de ça, c'était fin 2016, Mhm. tu as cofondé et créé un nouveau média Mhm. autour de la réalité virtuelle qui s'appelle Targo. C'est ça. Alors comment ça t'est venu cette idée? D'où est-ce que tu viens? Explique-moi. Ouais. Alors, du coup, j'ai cofondé avec Victor Agulon, donc, qui est mon associé Targo, il y a effectivement à peu près 2 ans. Donc, Targo, pour expliquer ce que c'est un média exclusivement en réalité virtuelle. On est parti du principe qu'il y avait différentes évolutions dans les technologies. Il y avait la presse, on pouvait lire, la radio, on pouvait entendre, la télé, on pouvait voir et entendre, le web, on pouvait voir, entendre et interagir. Et on s'est dit que la réalité virtuelle apportait un nouvel élément qui était le fait de pouvoir se spatialiser dans l'espace. Donc quand on est dans un casque de réalité virtuelle, on éprouve des sensations physiques et on a l'impression d'appartenir à un espace. Donc on voulait vraiment créer un média qui puisse porter ce message-là. Et donc Targo, toutes les 2 semaines, on sort un nouveau documentaire sur des histoires et des personnages extraordinaires. À chaque fois, c'est des environnements extrêmement visuels. Ça peut être une championne du monde de chute libre, des parapentistes à Mossoul, un explorateur qui va en Antarctique. Donc l'idée, c'est vraiment de porter ces environnements avec cette technologie-là. La première grosse peur, c'est la peur de la mort. Non mais oui, inconsciemment c'est ça, hein. T'as peur de tomber et que peut-être le matériel ne soit pas suffisamment résistant, casse. Un saut c'est 50 secondes, donc c'est vraiment très rapide et on ne peut pas communiquer en l'air. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sort de l'avion, on ne peut pas se parler entre nous, on a des casques intégraux. C'est assez intéressant de se retrouver vraiment tout seul en pleine nature, en revenant vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire boire, manger, faire du ski, dormir. Comment l'idée nous est venue avec Victor? Donc moi j'étais à Sciences Po Paris avec Victor justement, on s'est connus dès la première année, donc en 2012. Victor lui il a un parcours plus business, donc il a fait un master business marketing, et moi j'ai fait un master de journalisme. Donc lui s'est lancé dans la création d'une boîte, lui a vraiment une fibre d'entrepreneur, ce qui n'était pas du tout le cas pour moi au début. Et il est venu me voir en me disant voilà, moi je m'intéresse aux technologies, donc lui est vraiment technophile, il veut rendre accessible la réalité virtuelle au grand public. Donc il est venu me voir et me dit est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse des documentaires en réalité virtuelle? Et je me suis évidemment dit que c'était une super idée parce que pour une journaliste, en plus une journaliste
débutante, c'est incroyable comme pari de pouvoir se dire on va pouvoir amener sur le terrain avec nous les spectateurs. Parce qu'il faut savoir, quand on est journaliste, on rentre souvent extrêmement frustré du terrain parce que on voit énormément de choses qu'on ne peut pas rendre compte de manière tangible et concrète, même si on peut écrire des articles, on peut faire des photos, faire des vidéos. Et pour moi, la réalité virtuelle remplissait cette promesse-là. T'avais déjà essayé des expériences parce que c'était, c'était assez balbutiant tôt quand même. Mais c'était même en... Pour avoir une idée. La première fois qu'on en a parlé, c'était plutôt en 2015. Et je me souviens qu'il était venu me voir sur les bancs de Sciences Po avec une espèce donc, de petit cardboard qui était le truc, qui est toujours un caisse de réalité virtuelle entre guillemets en carton dans lequel on met son téléphone. Et il m'avait montré des trucs à l'époque, genre la Tour Eiffel en réalité virtuelle, etc. Et moi j'avais dit, putain, mais ce serait génial si on pouvait faire des reportages comme ça, imagine. Donc ça, c'était ma première expérience de réalité virtuelle. Ma deuxième expérience de réalité virtuelle, c'était toujours avec Victor, c'était un peu moins glorieux. Il m'avait montré, je crois, un truc, une expérience qu'avait fait Dorsel, parce qu'à l'époque, la réalité virtuelle, c'était essentiellement sur du porno. Et c'était une expérience horrible où t'étais avec un moustachu, enfin c'était l'enfer. Ça t'avait pas convaincu? Ça m'avait pas convaincu, et en même temps je m'étais dit ah ouais mais il y a quelque chose à faire. C'est quand même, le pouvoir d'immersion est quand même assez dingue. Enfin justement comme tu le dis, s'il y avait pas eu Victor, t'aurais peut-être, ça serait venu à l'idée de travailler autour de la réalité virtuelle, mais est-ce que tu te serais sentie capable, comme tu le dis là, de... Non, pas du tout. En fait, moi, j'avais pas l'ambition. J'ai toujours été dans la vidéo, dans l'image, dans la photo, dans le fait de raconter des histoires avec la vidéo et l'image. Par contre, la réalité virtuelle, déjà parce que c'était une technologie qui me semblait complètement inatteignable et très compliquée à produire, c'était pas quelque chose auquel j'avais pensé. Puis à l'époque, c'était beaucoup moins installé que maintenant. Facebook a racheté Oculus en 2014, donc la réalité virtuelle, c'est très jeune. Et tu étais à l'école encore à ce moment-là? Et j'étais à l'école, oui. Et j'étais à l'école à ce moment-là encore. Donc c'est pas du tout... En fait, c'est quelque chose qu'on entend à Sciences Po, on part la 3e année à l'étranger. Je suis partie un an en Australie et Victor est parti aux États-Unis, et c'est là qu'il a vraiment découvert ce média qui était, pour le coup, qui commençait vraiment à émerger en tant que produit, entre guillemets, consommateur aux États-Unis. Donc il a ramené un peu dans ses bagages avec lui ça. Et donc du coup, non, j'avais pas du tout envisagé ça, ni même de créer une entreprise, parce que moi je viens pas du tout justement d'un milieu business ou d'une formation business. Donc c'était ni dans mon idée de créer une entreprise, ni d'utiliser la réalité virtuelle. Donc c'est vraiment Victor qui a apporté ça. Après au début, on n'est pas arrivé en se disant on crée un média en réalité virtuelle, on monte une boîte. C'est un long processus qui est le fruit de beaucoup d'essais, de beaucoup de ratés aussi. Mais aujourd'hui, effectivement, on est le premier média exclusivement en réalité virtuelle français. Et on est diffusé sur les plateformes les plus populaires au monde, et on a 6 employés, donc c'est devenu un vrai truc. Ça marche. Ça marche. Vous travaillez avec le New York Times, France TV, il y a quand même des gros clients aussi derrière. Ouais, alors on a commencé effectivement à travailler pour le New York Times. Au début, Targo n'était pas un média, on a commencé en étant plutôt une boîte de production qui produisait du contenu pour d'autres médias. Donc c'est à ce moment-là qu'on a travaillé avec le New York Times, Al Jazeera, USA Today, France Télévisions. Donc on a commencé à produire du contenu en réalité virtuelle. Et c'est aussi ces grands noms qui nous ont donné une légitimité. À un moment donné, on s'est dit, mais en fait, nous aussi, on a quelque chose à dire en réalité virtuelle. Et on a les moyens pour le faire bien. Et donc à ce moment-là, on a créé véritablement le média Targo, qui lui avait un message, des sujets différents que les médias pour lesquels on travaille. Et donc les médias avec lesquels on travaille aujourd'hui, c'est sous forme plutôt de coproduction, où là on associe nos 2 noms, nos 2 marques, pour mettre le mieux de ce qu'il y a de nos 2 marques dans un projet en VR. Et l'idée pour nous, c'est aussi, on n'est pas dans notre petite boîte justement, l'idée c'est de pouvoir ramener des gens dans la VR, de pouvoir... on est aussi dans une démarche de démocratiser cette technologie. Et donc typiquement une coproduction avec Combini, l'idée de travailler avec Hugo Clément, qui est un journaliste influenceur, c'est aussi de pouvoir avoir des figures publiques comme ça qui ramènent du monde, et on se dit ah bah tiens, Hugo Clément a fait un truc en VR, donc on va aussi aller voir ses expériences. Donc l'idée, on est dans une démarche de création de contenu, mais aussi d'évangélisation entre guillemets de la technologie auprès du grand public. Et du coup, comment, parce que tu l'as dit, c'est pas ton milieu à l'origine, ouais. Et
t'as travaillé dans différents journaux avant, t'as écrit des articles. Comment tu passes comme ça, et est-ce que t'as pas douté aussi de peut-être de tes capacités, ou t'avais déjà, on va dire, confiance en tes futurs, on va dire, montages, parce que c'est clairement aussi, certes, de la réalisation au niveau, comme un article, tu travailles ton écriture, etc. pour le documentaire en VR, mais comment, c'est quand même complètement différent, donc est-ce que t'as hésité, comment t'as pu faire tout ça? J'ai commencé déjà, moi j'aime la vidéo depuis toujours, donc j'avais une petite émission, on allait découvrir des lieux insolites à Paris, etc., qui s'appelait La Dissidente, dans mes premières années d'études. Donc je connaissais la vidéo, je connaissais le montage, je connaissais les technologies parce que j'ai fait 2 ans d'apprentissage dans le média Mashable, donc, qui est un média américain qui s'est lancé en France. Qui est maintenant fermé depuis quelques mois parce que le projet n'a pas marché, mais en tout cas c'était un beau projet et là-dedans on s'intéressait énormément en technologie, donc tous les ingrédients étaient là pour que Targo naisse. Par contre au début ça a été très dur parce que je faisais donc les 2 premières années de master, j'étais à la fois en apprentissage, j'étais à l'école et je montais Targo. Donc c'était des journées où en gros 7h à 14h au travail parce que c'était des chiffres décalés, et puis de 14h à 19h j'étais chez Targo, et puis on recommençait en se levant comme ça tous les jours à 5h du matin. Donc c'était une période très intense qui n'était pas du tout celle de mes amis étudiants qui eux étaient encore dans une vie étudiante, etc. Moi j'avais un travail, une boîte, de l'école, donc c'était très compliqué. À 22 ans quoi. Ouais, à 22 ans, ouais. 22 ans, ouais. Du coup, c'était compliqué, c'était une période difficile physiquement, mais ça m'a permis effectivement, au sortir de mon apprentissage, de continuer full Targo, et les compétences de vidéo, de réalité virtuelle, on les a pour le coup acquises vraiment en construisant Targo et en faisant naître ce média avec Victor et les autres membres de Targo aujourd'hui. Et ça, c'est des heures et des heures de tutos, regarder sur YouTube, sur comment faire de la réalité virtuelle. Puis après, il y a effectivement des choses qui reviennent de la vidéo classique, du montage classique. Mais c'est énormément de tutos YouTube, tout est autodidacte, entre guillemets, en réalité virtuelle. Il n'y a pas de grands livres de la réalité virtuelle. Donc tu apprends tout de toi-même, tu construis, déconstruis sans arrêt, ce qui marche pas. Il n'y a pas de règles fixes en réalité virtuelle, tout est tout le temps en mouvement, et c'est ça que j'aime bien aussi dans ce médium-là. Quand on fait de la vidéo 2D, on va avoir je sais pas, une vidéo de 1h30 au JT, ou même des vidéos qui arrivent sur Facebook, les formats sont définis, les règles de montage sont définies, tout est extrêmement cadré, et finalement c'est des moules dans lesquels on doit se mettre, et la réalité virtuelle est dans un processus complètement inverse à celui-ci, c'est vraiment essayer tout le temps de nouvelles choses, essayer de défaire, de refaire, donc c'est ça qui me plaît aussi. Et tu l'as dit, vous êtes donc maintenant 6, ouais. C'est pas rien, ça allait tout très très vite. Ouais. Comment en fait vous vous êtes répartis, ça s'est fait de façon naturelle? Est-ce que justement vous avez, oui, pour le dire, peut-être galéré à vous répartir aussi des tâches, parce que vous étiez, tu l'as dit, en fait à l'école au même moment. Donc est-ce que t'as eu l'impression que c'était fluide, tout ça? J'ai eu l'impression que c'était fluide dans le sens où notre progression s'est fait assez logiquement. Même dans ton cheminement de pensée. Vers Targo et vers la forme qu'a Targo aujourd'hui. Après, il y a des nouvelles compétences qui sont venues se rajouter à ça, qui sont celles du chef d'entreprise, entre guillemets. Donc en étant associée de Victor, j'ai aussi des tâches d'associé et de chef d'entreprise, donc manager des gens. Donc suivre des comptes, donc faire tout un tas de tâches administratives. Alors avec Victor, on s'est naturellement réparti le côté gestion d'entreprise pour Victor et plutôt création du contenu, management du contenu pour moi. Donc ça, c'était assez naturel. Par contre, effectivement, le fait de devoir manager des gens, du coup, 4 personnes qui ont mon âge aussi, donc c'est compliqué d'instaurer une relation de collègues avec des gens qui ont... Oui, sans trop faire de hiérarchie non plus. Mais... sans trop imposer une hiérarchie. Donc tout ça, ça prend pas vraiment, ça se sent au feeling. Mais effectivement, de devenir manager, entre guillemets aussi, ça c'était une tâche auquel j'étais pas du tout formée.
Et donc ça s'apprend sur le tas, avec l'expérience, avec ton instinct naturel, j'ai envie de dire, de comment manager des gens, mais c'est pas évident et c'est pas quelque chose auquel j'aurais pensé en me lançant, en me disant putain, bah oui, je vais aussi devoir manager des gens, quoi. Donc se rajoute à ton travail de journaliste et d'entrepreneur des tâches beaucoup plus diverses de, je sais pas, parler en public, faire des interviews. T'étais prête pour ça ? Tu vois, j'étais prête en même temps. Moi, j'ai jamais été quelqu'un de... Enfin, j'adore rencontrer de nouvelles personnes. Si je suis journaliste, c'est aussi parce que je suis curieuse, que j'adore me confronter à des choses nouvelles, à de la diversité, etc. Par contre, moi, je suis pas quelqu'un qui aime particulièrement parler en public. C'est pas quelque chose qui me faisait peur, mais je suis pas dans la démonstration, etc. Oui, puis à cet âge-là, on n'a pas forcément l'habitude de parler devant un très grand public. Ouais. Et ça, au début, c'était une source un peu de stress, forcément. Et en fait, ça s'apprend comme tout. Et je me suis rendu compte que tout s'apprenait et que, en fait, c'est en faisant des assemblées de plus en plus nombreuses que t'arrivais à gérer ton stress, etc. Mais encore aujourd'hui, quand je parle devant 400 personnes, je reste stressée et il n'y a pas de miracle. Mais c'est vrai que j'étais pas préparée à ça, entre guillemets. Enfin, je m'imaginais pas... Peut-être un peu que t'allais devoir faire tout ça, mais... Ouais, mais en tout cas, c'était pas une volonté. Je sais qu'il y a des gens qui créent une entreprise en se disant, voilà, je vais être... Ils aiment être en lumière, certains. Voilà, je vais représenter la marque et que ça. Moi, j'y avais absolument pas pensé, quoi. Et donc, c'est vrai que j'ai été très vite prise dans ce flot de choses qui allaient avec la création de l'entreprise, etc. Qui sont pas du tout... qui étaient pas du tout naturelles pour moi ou auxquelles j'aspirais pas forcément, quoi. Mais ça me plaît, donc c'est une bonne chose. Et justement, pour pallier à ça, en fait, tout ce stress, est-ce qu'au fur et à mesure, t'as acquis des petits rituels, des petits tricks, des petites choses qui font que toi... t'arrives à surmonter ça d'une façon, on va dire, peut-être plus agréable qu'il y a quelques années. Alors, je pense qu'il y a deux choses à différencier. Il y a mon métier de journaliste, donc quand je suis sur le terrain et que je rencontre des gens, là, je suis dans une démarche de caméléon. C'est-à-dire que je suis plus Chloé, j'arrive et je suis plus moi avec mes a priori ou moi avec mon expérience de Chloé, mais je suis une espèce de feuille blanche sur laquelle tu vas mettre tout ce que tu veux et surtout, je vais essayer de m'intégrer dans l'environnement en essayant de prendre les codes des gens avec qui je suis et d'aller au plus près d'essayer de les séduire. Il y a une forme de séduction quand même d'une certaine manière parce que c'est comme ça que tu acquiers leur confiance et qui te parlent et c'est ce qu'on cherche, c'est des gens qui parlent et qui nous disent des choses. Donc sur le terrain, j'ai vraiment cette attitude de caméléon. Après, dans ma partie chef d'entreprise, entre guillemets, d'être deux, c'est évidemment un atout énorme, d'avoir une d'être accompagné en plus intellectuelle avec son associé, on partage tout le temps. Je pense que c'est extrêmement compliqué de fonder une entreprise créer une entreprise avec tout seul ou avec un inconnu. Moi, Victor, c'était mon ami et on échange énormément, on discute, ça c'est bien, ça c'est pas bien, puis on a aussi une franchise énorme entre nous, donc si c'est nul, on va le dire, c'est nul. Ce qui est pas évident quand même aussi. Ce qui est pas évident. Mêler amitié, travail... Ouais, ce qui est pas évident, en même temps c'était assez naturel parce qu'on s'entendait très bien et qu'on on avait la même vision des choses, donc je pense qu'on a vraiment des personnalités complémentaires au travail, donc ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'il y a plein d'associés qui ça pète, hein. Ça pète au bout d'un moment. Donc nous c'est pas le cas, on s'aide sur plein de choses. Donc sur la partie entreprise, je sais pas si j'ai des petits trucs et astuces. En tout cas, il y a un truc qui se passe, c'est que je me dis à chaque fois je passe des paliers, tu vois. Par exemple, je sais pas, je vais parler devant 50 personnes ou 500 personnes et je me dis bon tu l'as déjà fait, il y a pas de raison que ça se passe mal à nouveau, tu vois. Donc au fur et à mesure, tu fais péter entre guillemets des barrières psychologiques, je sais pas, des gros contrats, des chiffres ou de partir à l'étranger en terrain de guerre. Enfin, il y a plein de paliers comme ça qui sautent au fur et à mesure et tu finis par les accepter et te dire c'est quoi le prochain, quoi. C'est un peu ça. Oui, t'as pas vraiment de petits... Parce qu'il y en a parfois qui fonctionnent un peu comme ça, des petits rituels ou des moments aussi où ils ont besoin de se recentrer. Parce que c'est assez même chronophage, tout ce que tu fais. Enfin, il y a un côté aussi important de prendre soin de soi aussi pour être au meilleur tu disais, où tu te levais très tôt à une certaine période. Enfin, c'était quand même au-delà d'être physique.
Non, mais c'est sûr que c'est un métier qui est physique, de partir sur le terrain, de pas être là forcément les week-ends, tu peux très vite, en plus en tant qu'entrepreneur, finir très tard ou commencer très tôt. Donc physiquement c'est un peu un piège parce que moi je suis pas non plus d'une nature extrêmement, je suis pas quelqu'un de très musclé et très... je sais pas s'il y a des gens aptes ou pas, en tout cas je pense que physiquement il y a des gens naturellement, qui sont plus prêts à porter du matériel lourd. En fait c'est des choses très concrètes, mais c'est porter du matériel lourd, c'est travailler jusqu'à 23h parfois quand t'es en tournage, courir parce qu'il faut courir, il y a des choses concrètes qui physiquement... parfois sont pas très compatibles, et en même temps souvent on me dit mais je comprends pas comment toi avec tes 1m60 et t'es... Oui, parce que t'es pas très épaisse. Voilà, tu peux comme ça tenir aussi longtemps, donc je pense que physiquement c'est important de se ménager, donc moi j'essaye de... Même si je sais pas, j'ai des choses à faire tard le soir, j'essaye de garder quand même des horaires sains de travail, de pas partir à 23h tous les jours, donc ça c'est important. Et ça, tu t'en es rendu compte au bout d'un certain temps? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il a fallu que ton corps aussi craque un peu pour que tu te dises, bon là, Chloé... Ouais. Alors souvent je vais plus loin que mon corps très régulièrement. Donc il faut que mon corps me le rappelle pour me dire, non mais là, tranquille, on va se reposer un peu. Donc ça m'arrive souvent. J'arrive de plus en plus à l'anticiper du coup parce que je me connais et j'ai dit, bon bah là en fait là t'as beaucoup trop travaillé ou t'as pas du tout assez dormi, donc il faut que tu fasses off. Donc je sais l'anticiper plus. Mais c'est vrai qu'il y a plein de moments, de moins en moins parce que je m'écoute plus, mais au début où j'étais physiquement, c'était juste plus possible quoi. Donc il y a plein de moments comme ça où il a fallu soit mettre des off prématurés, soit des... Donc il faut écouter son corps bien sûr, surtout quand c'est vraiment une question de nature quoi. Il y a des gens qui sont physiquement puissants, c'est pas une question de mental parce que le mental y est, mais c'est vrai qu'à un moment donné ton corps te dit stop quoi. Puis moi il y a vraiment cette double casquette qui est fatigante, c'est-à-dire qu'il y a la charge émotionnelle, stressante de quelqu'un qui monte une entreprise, donc est-ce qu'il y a assez de sous, est-ce que les gens sont heureux au travail, est-ce qu'on va avoir suffisamment de projets, donc toutes ces choses d'entrepreneuriat qui sont cause de stress. Et puis il y a la partie journalisme où ça m'arrive d'aller... je suis très souvent sur le terrain, donc le terrain c'est aussi une source de stress, après il y a des choses incroyables, si c'était que du stress et des choses tristes... C'est de l'adrénaline aussi. Évidemment, quand t'es en Irak, à Mossoul, c'est incroyable de voir ça, même si c'est pas des vacances, c'est compliqué émotionnellement, etc., de voir des choses comme ça. ما حد يقدر يسمع اغاني، ما حد يقدر ما حد الالات كلها كانوا يكسروها، فاتوا على المحلات من الالات كسروها فلتوها لان معتقداتهم انه هي حرام وانه هي ما يصير ولازم تمنع هذه لان هي من اعمال الشيطان. Pouvoir emmener avec toi des gens sur des terrains visuellement impressionnants, que ce soit la guerre ou des paysages incroyables. Est-ce que justement pour faire face à tout ce que tu vis là en ce moment, que ce soit justement là tu viens de le dire, t'étais en Irak il y a pas si longtemps, après même pour les autres terrains qui soient on va dire plus joyeux ou pas, mais comme tu dis, le fait de gérer une entreprise, tous ces aspects de ta vie, est-ce que t'arrives à gérer aussi avec ta vie personnelle? Comment tu gères tout ça? Est-ce que t'arrives à prendre du temps pour toi? Est-ce que t'arrives à écrire aussi pour toi? Parce que c'est des choses aussi qui, en tant que journaliste, moi par exemple, je dessinais beaucoup quand j'étais petite. J'ai évolué dans mon design graphique, mais après j'ai fait plein d'autres choses, mais je dessine plus du tout pour moi, par exemple. Mais je sais que j'écris beaucoup. Donc c'est des choses, on dévie d'une certaine façon. Comment toi, en tout cas, tu gères tout ça? Alors il y a deux choses. Je pense que la première, c'est j'ai la chance d'avoir un métier qui n'est pas un métier pour moi dans le sens où c'est une passion ce que je fais, et donc j'ai pas à renoncer à certaines de mes passions pour mon métier. Quand je suis sur le terrain, quand je fais du montage, quand j'écris des histoires, quand j'écris des articles, c'est des choses que j'aime profondément faire. Donc ça, c'est une chance incroyable, j'en suis consciente. Après, en termes de vie personnelle, etc., je pense que tes proches ont aussi de l'a priori et de l'appréhension au début de te voir monter une entreprise parce que tu te mets en danger financièrement, tu te mets en danger... un peu d'inquiétude forcément au début parce que tu te dis est-ce
est-ce qu'elle va y arriver? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est viable? Un média en VR, tu vois, c'est pas non plus... Pour peu qu'ils connaissent déjà. Pour peu qu'ils connaissent. Donc déjà, voilà, il faut faire comprendre aux gens ce que tu fais. Après, là, ça commence à faire du temps et ils sont très fiers de voir ce que je fais, de voir qu'on travaille avec plein de grands médias, qu'on parle dans des conférences, qu'on voyage dans des pays pour faire des reportages super et tout. Donc ils sont devenus très fiers, mais c'est vrai que au début, il y a beaucoup d'appréhension. Donc c'est un truc ambivalent entre tes parents qui stressent un peu parce que est-ce que tu vas un jour gagner ta vie et tu culpabilises aussi un peu du coup, enfin tu stresses de... Ouais, alors après, moi voilà, j'estime que c'est ma vie et que si je peux le faire, autant le faire à 24 ans qu'à 40 ans quand t'as des enfants ou que c'est plus compliqué. Après, oui, évidemment, il faut garder du temps pour soi, mais j'ai pas l'impression qu'en étant entrepreneuse et journaliste, j'ai moins de temps pour moi que mes potes qui sont c'est vrai avocats dans des... Tu vois, enfin, il y a aussi, je pense qu'on est une génération où je sais pas si c'est bien ou mal, mais on est extrêmement voué au travail. Tous mes potes finissent tard, donc on est dans un milieu où c'est la norme, entre guillemets, de travailler beaucoup. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal. Moi, cette norme-là me plaît d'une certaine manière parce que je m'y épanouis. Donc c'est plus essayer de se raisonner, entre guillemets, en disant bon bah là ok, c'est off ce week-end et tu ouvres pas l'ordinateur ou tu vas pas regarder. Puis moi c'est un peu vicieux parce que comme en plus j'aime regarder des documentaires, etc., je me retrouve sur... Je sais pas, à regarder des documentaires le soir en analysant le montage et tout, je dis non mais là stop, c'est bon, ça suffit, faut arrêter, faut décrocher. Donc il faut se l'imposer parfois, ouais. C'est important, je pense. Et justement, tu vas donc avoir 25 ans là dans pas longtemps. Est-ce que justement, là ça fait donc 2 ans et demi que vous êtes en tout cas à Targo, t'as eu le sentiment qu'on vous pas reproche, mais que vous soyez trop jeune? Tout le temps. Ça, le fait d'être jeune, c'est un truc qui, toi, si tu prends pas les devants, te limite pour plein de choses, que tu te dis je suis pas légitime, j'ai pas ma place ici. En plus, les gens avec qui on deal dans le milieu des médias, c'est quand même des gens qui sont beaucoup plus âgés, qui ont des responsabilités, les rédacteurs en chef, etc. C'est des gens qui sont plus âgés. Se mêle à ça aussi un peu de sexisme, parce que souvent quand on dit... J'allais te demander d'ailleurs. Ouais, non mais c'est ça, quand on dit ah bon, vous avez monté une boîte, tout le monde est persuadé que c'est Victor, je sais pas, qui a genre 90% de la boîte et que moi je suis arrivée comme ça. C'est la secrétaire ou que tu gères pas la secrétaire, en tout cas que non, mais je suis j'exagère, mais... capable d'être moi aussi associée, d'être dans la boîte. Donc très souvent ça, on nous dit ah bon, vous êtes tous les deux associés, ah bon à part égale, etc. Donc c'est quelque chose qui est surprenant pour les gens. Donc ça, très souvent. Et le jeunisme, effectivement, il y a... Souvent, on voit dans le regard des gens qu'on est jeune. Après, ça peut être aussi une force, je pense, notamment quand t'es dans un milieu de nouvelles technologies. Parce que t'es jeune, t'as aussi la légitimité que le futur t'appartient, tu vois, d'une certaine manière. Et parce que t'es jeune, on va te faire confiance parce que c'est toi qui sais ce qui fera les médias dans 10 ans, tu vois. Donc il faut jouer sur ça. Mais est-ce que t'en as souffert quand même au début ? Au début, ouais, évidemment, mais tout le temps, encore maintenant. Hein. J'ai l'impression que parfois, quand tu rencontres des gens, etc., tu vois très bien qu'ils t'estiment pas parce que t'es jeune. Après ça, il faut savoir le montrer aussi. S'imposer. On est jeune si on veut l'être, en fait, d'une certaine manière. Donc si tu veux pas être jeune, et tu vas parler différemment, tu vas t'imposer différemment. Donc je pense que de cette crainte et cette réalité-là parfois, naît aussi une envie de te surpasser et te dire bon là je vais prouver que je suis pas jeune et que j'ai des réflexes matures, que... Oui, c'est ça qui est triste, c'est qu'on associe jeune et inexpérimenté. Ouais. Alors que jeune, c'est pas ça. Non, évidemment. C'était une jeune adulte. C'est juste que, techniquement, vu ton âge, tu n'es pas forcément, 45 ans. Et je pense qu'il y a plein de situations dans lesquelles je manque effectivement d'expérience. Et c'est normal, parce que quand on a 25 ans, on n'a pas fait 1000 terrains de guerre, etc. Donc c'est normal de prendre l'expérience des plus âgés, entre guillemets.
Par contre, quand t'es jeune, je pense que t'es aussi beaucoup moins dans un espèce de carcan psychologique ou je ne sais quoi. Donc tu oses beaucoup plus de choses. Tu te sens pas formaté. Tu te sens pas Toi, en formaté. tout cas, tu te sens pas formaté. Ouais. Par ton Tu te sens pas éducation, formaté. ta scolarité. Mais je le suis forcément parce que j'ai fait Sciences Po et que Sciences Po c'est peut-être très formaté, etc. Mais en tout cas, j'ai l'impression d'avoir plus de liberté. Et surtout, je suis, encore une fois, je pense que c'est pas le cas dans d'autres milieux, mais moi je suis dans un milieu où il y a qu'un jeune qui peut faire ça, quoi, d'une certaine manière. Ou en tout cas, qui a la légitimité de le faire. Si tu prends le problème inverse et que tu te disais, je sais pas, j'ai 40, 50 ans et je monte une boîte de réalité virtuelle, les gens te rieraient un peu au nez, tu vois. Donc il y a ça aussi de... moi j'exploite ça en disant on est jeunes mais faites-nous confiance parce que c'est nous l'avenir, tu vois. Et justement, donc vous avez eu la chance de rentrer à Station F. Enfin la chance, c'est pas une chance, vous l'avez quand même bien mérité et travaillé aussi. Comment ça se passe aussi? T'as découvert le monde de la start-up, parce que là quand t'en parles on a l'impression que voilà, vous gérez votre petit truc, etc. Mais il y a eu aussi des gens, des rencontres qui ont fait aussi que ça a sûrement pas mal évolué. Ouais, complètement. Ouais. Station F, c'était un peu le pied à l'étrier, entre guillemets. Donc, on a commencé à l'incubateur de Sciences Po. Et puis, à la fin de nos études, on est rentré donc, à Station F. Donc là, on est dans nos propres locaux. On est resté un an à D'ailleurs, Station F. expliquons ce que c'est Station F pour ceux qui savent voilà. pas. Donc, Station F, c'est le plus gros incubateur de start-up au monde qui a été créé par Xavier Niel il y a maintenant 2 ans, je crois. Et donc l'idée c'est, il y a des programmes, des grosses boîtes qui incubent des startups pour une durée que eux décident, gratuitement ou pas, sur des programmes définis ou pas. Donc c'est assez libre voilà, comme organisation, mais c'est effectivement un bâtiment, un environnement qui donne de la visibilité, où il y a beaucoup d'événements qui sont organisés. C'est pas dégueulasse non plus. C'est plutôt joli. C'est des bonnes conditions de travail, donc c'était effectivement une chance de rentrer dans cet établissement-là. Nous, ça nous a permis de nous développer. C'est là où on a commencé à recruter du monde. On a rencontré des gens qui nous ont beaucoup aidés sur des problèmes techniques ou sur des problèmes plus de visibilité. Donc ça nous a beaucoup aidés. Ouais, après, effectivement, moi, donc je viens pas du tout du milieu de l'entrepreneuriat. C'est pas du tout un milieu qui me fait rêver. Enfin, la Startup Nation, c'est quand même des conversations, des idées très codées. Donc, il y a plein de mots au début que je comprenais pas, par exemple. C'est une attitude. C'est une attitude, voilà. C'est un peu le royaume de l'homme blanc Stan Smith. Enfin, c'est vraiment ça, Station F, quand même. Et donc, ouais, il y a plein de mots. Au début, je comprenais des trucs tout cons, mais on parlait avec des gens. Et il disait des mots, donc je sais pas, des trucs de growth hacking machin, que moi je comprenais pas du tout parce que j'avais pas du tout évolué dans ce milieu-là des startups. Et du coup, ça a été le long fruit d'un apprentissage où à la fin des déjeuners, je venais voir Victor, je lui dis tu peux m'expliquer ces mots-là parce que je n'ai pas compris exactement ce qu'il disait. Et donc voilà, et au fur et à mesure, j'ai appris les mots, j'ai appris les codes. Mais voilà, c'est assez drôle d'être à la fois dans ce milieu et d'être... je pense qu'il faut aussi prendre du recul sur ce milieu qui est quand même un petit microcosme. Alors il y a du bon et du mauvais à prendre dedans, mais c'est vrai que c'est très codifié, beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. C'est vrai. Et du coup c'est compliqué parfois de s'intégrer, mais comme je pense dans n'importe quel milieu où je sais pas, on débarque dans une rédac et il y a des mots qu'on comprend pas... dans n'importe quel milieu, je pense qu'il y a ces codes. C'est forcément tes études qui t'ont fait apprendre tout ça, donc ouais, évidemment, ouais. Et puis oui, moi, pour le coup, Victor, lui, a vraiment un parcours où il a travaillé dans des incubateurs, etc. Il a travaillé beaucoup avec des gens qui montaient des entreprises. Moi, c'était pas du tout le cas. J'ai vraiment un parcours de journalisme. Du coup, ça aussi, c'était un apprentissage. Et est-ce que t'as réussi quand même à garder, parce que justement tu le dis, c'était un environnement complètement autre, à pas non plus que ça te transforme trop. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, je comprends. Après, je pense qu'il faut déjà prendre le bon et le mauvais de ça, parce qu'il y a aussi beaucoup de bons. J'ai fait des rencontres, à le comprendre aussi. J'ai fait des rencontres super. Déjà, je pense que c'est une énorme chance pour tout le monde de comprendre comment fonctionne une entreprise, parce que beaucoup de gens arrivent dans l'entreprise avec beaucoup
préjugés entre guillemets sur je sais pas la place des patrons, qu'on veut que des bénéfices, etc. C'est pas du tout le cas. Enfin, c'est hyper intéressant de comprendre comment fonctionne une entreprise, comment on crée une entreprise de rien. Enfin, c'est quand même énorme. Après, moi, il faut savoir, je pense, ce qui est au fondement de ton engagement. Moi, c'est avant tout le journalisme et le fait de raconter des histoires en réalité virtuelle. Donc ça m'a pas changé dans le sens où je me suis pas dit... Tu t'es perfectionnée plus que transformée. Oui, non, plutôt j'ai appris de nouvelles compétences. Je suis devenue, entre guillemets, chef d'entreprise, ce qui n'était pas du tout dans mes compétences. Mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est plus le terrain et le fait de raconter des histoires. Et justement, tu parlais de rencontres. Quelles sont voilà, typiquement les rencontres qui t'ont marqué, des événements, peut-être pas forcément même des gens, mais en tout cas des moments qui comme ça là, te viennent et qui t'ont marqué. Ouais. Mais ça peut être même bien avant ton cursus à Sciences Po, etc. Mais des choses qui font que ça t'habite aussi. Ouais, bien sûr. Bah, moi, il y a énormément de rencontres qui m'ont marqué, qui m'ont influencé dans mes choix et tout. Difficile de citer tout le monde, parce qu'il y en a beaucoup. Je pense qu'une des premières personnes qui m'a vraiment marquée, c'était... j'ai fait un stage chez Reuters. À l'époque, elle travaillait chez Reuters. C'était ma maître de stage, qui s'appelle Pauline, et qui est une femme incroyable, très aidante, etc. Et c'était un petit stage d'un mois, quoi, d'observation. Et ça m'a vraiment confortée dans l'idée que je voulais faire du journalisme. Et cette femme m'a aidée pour plein d'autres choses après. Et même encore maintenant, elle travaille chez RSF et elle m'aide à partir en Irak, à l'étranger. Donc non, c'est vraiment une femme incroyable. Après, des rencontres marquantes, oui, il y en a eu plein. Il y en a eu beaucoup sur le terrain. J'ai rencontré des vétérans américains qui revenaient pour la première fois en Normandie. J'ai rencontré des rescapés de la guerre à Mossoul. J'ai rencontré des champions, des gens qui se dépassent dans leurs limites et tout. Donc tout ça, c'est hyper inspirant tout le temps. Et j'ai la chance de pouvoir rencontrer ces gens régulièrement, quoi. Donc ça, c'est chouette. Et une expérience, par exemple, là, au niveau de là, c'était peut-être des rencontres, mais une expérience, ça peut être sur le terrain aussi. Ouais. Alors sur le terrain, c'est tout le temps des expériences de fou, parce que tu te retrouves confronté à... J'ai tourné notamment dans... Je pense qu'une des expériences qui m'a le plus marquée ces derniers mois, quand j'ai tourné un documentaire dans des prisons pour femmes. Donc une prison dans le sud de Paris, que le documentaire n'est pas encore sorti, mais la phase de production est terminée. Donc ça, c'était 6 mois dans une prison où je rencontrais ces femmes régulièrement. Donc déjà, c'est incroyable de mettre les pieds dans une prison. Enfin, je pense que c'est une expérience qui n'est pas du tout donnée à tout le monde et qui est extrêmement déstabilisante et en même temps fondamentale, parce que c'est la base, entre guillemets, de l'état de droit. Donc ça, c'était incroyable de rencontrer ces personnes. Et surtout, à l'intérieur de cette prison, il existe une nurserie dans laquelle il y a 2 bébés qui sont nés donc il y a quelques mois. En fait, on peut rester en prison en tant que bébé jusqu'à ses 18 mois. Et donc en fait, tu rentres dans cette prison. Et dans la prison, il y a encore une mini-prison. Et là, t'entends des bruits de bébés et tu te dis, mais où est-ce que je suis ? Et en fait, ces femmes ont leur bébé donc jusqu'à 18 mois dans la prison. Et ça, c'est fou de voir des enfants, des tout petits bébés comme ça en prison, parce que à la fois, t'oublies que t'es en prison, et en même temps, tu dis que c'est extrêmement injuste. On n'est pas du tout libre et égaux à partir du moment où on est en prison. Et en même temps, ce serait injuste de les séparer de leur mère aussi. Donc tout ça, a soulevé beaucoup de questions dans ma tête. Donc ça, c'était une rencontre notamment avec la petite fille d'une des détenues qui avait un sourire incroyable. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est que donc, pendant l'interview avec sa mère,
en fait, elles sont tellement proches de leur mère parce qu'elles passent 24 heures sur 24 ensemble, que les bébés ne sortent pas de la prison, et les mères ne sortent pas de la prison. Donc c'est une relation hyper fusionnelle. Du coup, je pense qu'elles ont développé un sens de la communication particulier. Et quand on discutait avec sa mère, on faisait l'interview et on parlait de pourquoi elle est arrivée ici, des choses négatives. Et dès qu'il y avait quelque chose de négatif, le bébé réagissait et pleurait en même temps. Et donc on se retrouvait avec une interview où on disait comment elle est arrivée, et la mère disait voilà, elle n'était pas prévue, et le bébé se met à pleurer. Et donc c'était tout le temps ça. Et donc ça, c'était très marquant. Et c'est bizarre parce qu'après il faut sortir de la prison et redevenir Chloé et retourner chez toi ouais, tu peux pas rester libre quoi. De toute façon. Donc il faut faire la part des choses, mais ça c'était assez marquant comme rencontre. Ouais. Et bon, on dérive un chouïa, mais parce que moi ça m'intrigue. Qu'est-ce qu'ils deviennent ces bébés après ? Ces bébés, il y a plusieurs cas de figure. Soit ils sortent avec leur mère parce que leur mère sort à ce moment-là ou sa peine est aménagée. Soit ils sortent, parfois il y a des papas qui existent. C'est pas tout le temps le cas, mais parfois c'est le cas. Donc ils vont avec leur papa, ou ils vont en famille, dans le meilleur des cas. Ou au bout de 18 mois, ils vont en famille d'accueil le temps que la mère sorte, ou en famille d'accueil. Ouais, il y a plein de cas différents. Mais c'est vrai que c'est très compliqué comme question parce qu'on en fait quoi de ces bébés quoi. Et en même temps, ce que me disait la directrice de la prison, c'est s'il y a bien un droit qu'on peut pas enlever aux femmes, c'est celui de faire naître et par-delà les murs quoi. Donc ça soulève plein de questions c'est assez dingue. Assez intéressantes, ouais. Mais d'ailleurs, comment t'es venu ce sujet ? Enfin, même, pour là, ce sujet très précis de la prison qui est assez passionnant et j'en doute pas qu'il a dû être bouleversant pour toi. Mais même pour tous les autres sujets. Ouais, les sujets, souvent on nous demande parce que chez Targo, on a des sujets très insolites qui sortent du commun. Si vous allez, et j'invite à tout le monde à aller voir le site internet, c'est par thème. Ouais. C'est ça, donc l'idée c'est des gens qui font des trucs incroyables partout dans le monde. Donc ça peut être des gens qui sont des dresseurs de pigeons voyageurs, ça peut être des chamans dans la forêt, ça peut être des collectionneurs fous, enfin il y a plein comme ça d'histoires qu'on essaye d'aller chercher. Alors parfois c'est on a entendu, ou c'est même en reportage on nous parle d'un mec machin qui est en fait passionné de ça, donc c'est du bouche à oreille, c'est aller fouiner à droite à gauche. Parfois tu te lances sur un sujet et en fait c'est quelque chose de fondamentalement différent qui en sort. Donc tout ça, une espèce de grande matière vivante qui est malaxée constamment. Donc le pigeon a un caractère inné, qu'on appelle le sens de l'orientation. On pense que c'est en partie avec le soleil et les champs magnétiques que le pigeon peut s'orienter. Très particulier, c'est le dresseur de pigeons, c'est le croque-mort pour animaux, c'est quand même des choses qui sont pas anodines et on pense même pas que ça existe parfois. Mais c'est ça qui est fou, c'est pour ces gens-là, c'est leur vie, c'est leur monde et c'est... Et pour eux, c'est pas du tout anodin en fait. Et du coup, l'idée c'est aussi de donner la parole à ces gens-là, qui sont pas forcément des gens opprimés, mais en tout cas c'est des gens auxquels on pense pas du tout et qui sont perçus comme des marginaux souvent, ou des gens qui ont une passion étrange, alors que pour eux leur passion elle est débordante, et elle est aussi débordante que nous on peut aller faire du jogging ou aller au cinéma ou je ne sais quoi. Donc pour eux c'est la norme, donc c'est essayer de transposer la norme dans notre norme à nous, finalement. Après, il y a des sujets comme ça, beaucoup moins anecdotiques, entre guillemets, comme la prison, ou Mossoul, ou... Ça naît d'une envie à un moment donné, et puis après, tu creuses, et en fait, on va t'emmener sur un autre sujet, etc. Donc c'est vraiment le fruit de discussions, de rencontres, de tout un tas de choses... Et donc tout ça c'est plein d'inspiration, mais ce que je demande à chacun de mes invités en général c'est vos inspirations aussi, mais au-delà des personnes, parce que là tu l'as dit, il y a quand même beaucoup de rencontres qui ont fait aussi qu'il y a plein de choses qui t'inspirent, mais ça peut être aussi toi Chloé, quel livre, quel film, peut-être totalement autre aussi. Ouais, non alors il y a vraiment beaucoup de choses qui m'inspirent tout le temps. C'est hyper prétentieux de dire ça. Non, mais en vrai, je pense que non, parce que c'est obligé dans des métiers, dans nos métiers, si on est pas inspiré et qu'on reste dans notre bulle. Ouais. Alors moi, un des journalistes / réalisateurs qui m'inspire le plus, je pense, c'est Raymond Depardon.
donc qui a fait... photographe aussi. Photographe, beaucoup de documentaires sur justement l'administration et comment les humains existaient dans l'administration, donc aux urgences, dans des commissariats, dans les palais de justice. Donc il a vraiment une vision de faire naître des particularités dans des ensembles larges qui sont censés lisser les gens. Donc ça, j'aime beaucoup cette démarche. Esthétiquement aussi, j'aime beaucoup ses photos, etc. Après, j'aime beaucoup un photographe qui s'appelle Laurent Cronenthal, qui a travaillé sur les cités rétro-futuristes en banlieue parisienne. Donc là, c'est vraiment prendre des photos de ces bâtiments qui maintenant nous paraissent des verrues du paysage urbain, mais qui étaient les utopies des années 70, du vivre ensemble, etc. Et j'aime beaucoup l'idée de rendre quelque chose moche beau, par la lumière ou par la photo. Ça implique qu'il y a quelque chose de beau. Oui, mais il faut le voir et il faut le rendre compte. Et ça, c'est compliqué en réalité virtuelle parce qu'on filme tout et on filme la réalité et c'est beaucoup plus... c'est difficile de sublimer des choses. Et je trouve que dans ce travail-là, dans les travails, notamment la photo d'architecture, il y a ce qui est au fondement d'une image belle en réalité virtuelle qui est de la symétrie. Et en fait, en réalité virtuelle, tu as envie d'être bien au milieu, d'être dans une perspective. Donc il existe des images belles et une esthétique, mais qui est à créer. Et qui est... Oui, parce que vous n'avez pas de cadre. Parce qu'on n'a pas de cadre, oui. Alors que c'est ça qui est intéressant dans l'esthétique, c'est de savoir cadrer. Ouais, exactement. Et là, la réalité virtuelle, c'est de se dire, en fait, la caméra a une personne. Et finalement, c'est un peu comme toi, tu marches dans la rue, et c'est pas évident que les choses soient belles quand tu marches dans la rue. Et en réalité virtuelle, c'est pareil, en fait, on te met dans un environnement comme si tu marchais dans la rue, ou comme si tu étais dans cet environnement-là. Et l'idée, c'est de te forcer à trouver les choses belles, alors que c'est pas une démarche que tu ferais naturellement en vivant, tout simplement, quoi. Tu trouves les choses belles au cinéma ou devant un tableau, mais pas dans la vie de tous les jours. Donc c'est aussi essayer de rendre belles ces choses en te mettant au bon endroit, à la bonne hauteur, en te rendant des couleurs particulières, en focalisant ton regard sur une personne ou pas. Donc c'est des codes qu'on crée et qu'on prend de ces inspirations-là. Beaucoup dans l'esthétique. Ouais, moi j'aime beaucoup la photographie urbaine, sur les choses. Sur la suite, maintenant, parce que ça fait un moment qu'on parle déjà, et c'est hyper intéressant, mais t'as que 25 ans. Ouais. C'est quoi les choses sur lesquelles tu as envie justement de t'améliorer? C'est quoi la suite, peut-être même pour Targo, puisque là vous focalisez sur vraiment du documentaire spécifique aussi, enfin tu l'as dit, avec des histoires assez incroyables, mais il y a plein d'autres choses aussi qui se profilent. Ouais. Alors il y a au-delà des projets futurs qui sont hyper stimulants, je pense que l'idée c'est aussi... on faisait beaucoup de choses justement un peu plus anecdotiques sur ces gens qui avaient une histoire extraordinaire. Je pense qu'on a vocation à aller vers des sujets qui sont un peu plus liés à l'actualité, donc lors du changement climatique, les questions de minorités, etc. Qui nous parlent beaucoup aussi. Donc peut-être essayer de faire moins de sujets, parce que là on a un rythme de publication qui est assez intense, mais d'en faire mieux, ou dans d'aller plus loin, d'approfondir, de faire des sujets peut-être un peu plus longs aussi. Mais même pour toi, pour le prochain quart de siècle. Et pour mon prochain quart de siècle, c'est vrai que c'est compliqué parce que souvent on se dit en fait je monterai une boîte, et moi j'ai déjà monté une boîte. Du coup je me pose pas trop la question. Je pense que... Ça t'inquiète pas? Ça m'inquiète pas dans le sens où je sais que j'ai déjà énormément de choses, j'ai cette chance-là de pouvoir avoir fait des choses que les gens autour de moi n'ont pas forcément fait, en tout cas dans leur vie professionnelle. Après, je pense que en faisant ça, on passe aussi un peu à côté pas de ta vie d'étudiant, mais tu vois, il y a un peu de ça aussi, de prendre des responsabilités très tôt. De prendre des responsabilités très tôt, ça t'oblige aussi à être un adulte beaucoup plus vite et à faire, je sais pas... moins la fête, moins la fête, à faire peut-être moins de voyages ou de trucs un peu fous. Donc peut-être essayer
de te recentrer aussi sur toi et d'essayer de dire en fait je vais voyager dans tel pays mais pas forcément pour le travail, ou je vais aller samedi je sors en boîte et en même temps tu sais que toute la semaine tu vas être fatiguée. Pas t'inquiéter des conséquences en fait. Ouais, d'essayer de pas s'inquiéter des conséquences et je pense que justement ce qui est le plus angoissant c'est de pas avoir de vision de l'avenir, mais c'est ça qui est aussi le plus stimulant parce que ça te permet de faire des choses. T'es le genre de personne à te projeter ? Je suis pas le genre de personne à me projeter tôt, non. Donc je pourrais pas te dire ce que je fais dans 25 ans. Oui, non mais là c'est très très loin. C'est très très loin quand même. Mais je pense que voilà, l'idée les prochaines années c'est d'essayer de mener Targo le plus loin possible, d'essayer de vraiment prendre une place sur cette technologie-là. On est aussi très dépendant de l'évolution de la technologie, si cette technologie va finalement être adoptée à une large échelle ou pas. Donc ça c'est hyper intéressant de voir au jour le jour comment ça prend, mais quoi qu'il arrive, en fait ça sera pas un échec parce que on a appris plein de choses et je pense qu'on est allé tellement loin dans cette technologie que ce serait difficile de revenir en arrière. Donc je sais pas quelle sera la suite pour moi personnellement, mais en tout cas pour Targo je pense qu'elle sera bonne. En tout cas merci Chloé, merci à toi de t'être livrée pour justement partager un peu de ce quart de siècle avec nous, et encore merci. Merci beaucoup. Les quarts de siècle, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, et si tu veux voir toute l'actualité du podcast, tu peux aller suivre le compte Instagram Les quarts de siècle, écrit tout collé. N'hésite pas aussi à me dire ce que t'en penses, à m'envoyer un message donc sur ce compte Instagram. J'adore avoir vos avis et je fais tout pour répondre à tout le monde. Faut savoir aussi que dans ce podcast, chaque semaine, c'est donc un nouvel illustrateur ou illustratrice qui réalise le portrait du nouvel invité. Et le portrait donc de Chloé a été illustré par le grand et brillant illustrateur Elliot Alonso. Donc un grand merci à lui d'avoir pris le temps déjà de faire ce portrait et puis aussi de croire au projet avant même en fait qu'il existe. Donc n'hésitez pas à aller voir son travail. Tout est relayé donc sur le compte Instagram ou sur le site internet Les Quarts de Siècle. Aussi, et si tu aimes donc ces épisodes, et si tu veux faire connaître aussi ce projet, n'hésite pas à en parler, à le partager autour de toi. Tu peux même t'abonner au podcast sur les différentes plateformes, donc que ce soit Spotify, Apple Podcasts, Deezer, peu importe où tu l'écoutes. Et même si tu es encore plus motivé de chez motivé, ce qui peut en fait vraiment m'aider à faire vivre ce podcast, c'est laisser donc une note ou un commentaire sur Apple Podcasts par exemple. Je peux juste te dire merci d'avance. Quart de siècle, ça fait que commencer, et à lundi prochain.